Et puis sur Antenne 2, l'interview du chancelier autrichien Kreisky. Autre invité de ce journal, Jean-François Degnaud, l'un des hommes les plus proches de Valéry Giscard d'Estaing. Où en est l'opposition? Le fait de l'année, le chômage, portrait d'un jeune chômeur. Enfin, une vingtaine de Mirage 2000 pour l'Égypte, un accord de plus de 5 milliards de francs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer ensemble tous ces titres, une parenthèse sportive. Vous le savez, ce journal n'a pas été précédé de Stade 2. Voici donc un bref résumé de l'actualité de ce dimanche. À commencer par Paris-Dakar. Les choses sérieuses vont en effet commencer dès demain avec la partie africaine du rallye. De très loin, vous le voyez, la plus importante, puisque partant d'Alger, elle ne se terminera à Dakar que 16 jours plus tard, après des passages assez impressionnants par Hassim Saoud, Tombouctou, Gao et en gros les pistes de la brousse et du désert. Alors nous allons reconnu le circuit et vous allez voir qu'il faut des muscles et du moral. Dominique Leglou. Pendant 2 jours, ils ont connu la foule, les premiers ennuis, les premières frayeurs. Demain, ils commencent la véritable course et se retrouveront presque seuls face au désert, aux dunes de sable, au piège d'une nature hostile à cette conquête de chevaux mécaniques. Les premières hostilités des camps militaires d'Olivet et de Nîmes n'étaient que de simples prémices face aux difficultés des 2 spéciales algériennes, Douled de Djellal et Togourt. Les concurrents sont venus pour affronter le désert, pourtant 5 d'entre eux ne le verront pas cette année. Un motard, André Faure, 3 automobiles dont celle de Pascal Gury et Nicole Saint-Jour, et un camion, en l'occurrence d'ailleurs, leur véhicule d'accompagnement. Après les dunes, autre difficulté des mini-canyons, réplique réduite de ceux du Colorado. Le sol y est très lunaire, jonché d'énormes cailloux. Parfois, les pistes se croisent, les traces se chevauchent. Mais ne croyez pas que l'on soit vraiment seul dans le désert et que doubler, par exemple, soit une opération aisée. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'arrête, ce con! Tire à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche! À gauche, double-le! Vas-y, 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 vas-y! Vas-y, vas-y, attention, on trouve là! Là, vas-y, 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 vas-y! Vas-y, 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 vas-y! Vas-y, c'est bon! Va, 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 va! Attrape-le, vas-y! Allez, on dit redémarre, ce con! Vas-y, vas-y, ramarre-le, ramarre-le! Et oui, ça ne passe pas à tous les coups. Parfois, les concurrents doublent d'autres caravanes et là, c'est apparemment plus facile. Mais l'accalmie est de courte durée. Et lorsqu'ils retrouvent la tôle ondulée, les hommes et les mécaniques continuent de souffrir. Mais la souffrance, dans un tel décor, fait partie d'un jeu, celui de cette Transat des Sables. Et puis aujourd'hui du rugby avec la victoire dans la Coupe des Provinces de l'équipe du Sud-Ouest sur le centre-sud-est par 49-19. Du ski avec un faux espoir pour les Françaises. Perrine Pellen, à l'issue de la première manche de Maribor, a fini 4e finalement au terme du slalom spécial. Du football avec les plus beaux buts de l'étranger. Et tout d'abord du saut à ski. Christine Paris. Coupe du monde de saut à ski à Innsbruck, tournée des 4 tremplins. 2 hommes ont partagé la victoire. Le Norvégien Per Bergerud, que voici au tremplin de 90 mètres, et l'Allemand de l'Est Manfred Decker. 103,50 m pour Bergerud. Decker vainqueur également lorsque le skieur donne son impulsion au moment de quitter le tremplin. La vitesse est de 94 km/h. C'est aussi incroyable mais vrai. Si les footballeurs français se reposent, à l'étranger, on ne chôme pas. En Espagne, pour la 18e journée du championnat, le Real Madrid en blanc recevait la Real Sociedad de San Sebastián. À la 70e minute de jeu, les Madrilènes ouvrent la marque par Ito. Un but que l'on revoit au ralenti. Mais le Real Madrid ne va pas réussir à conserver cet avantage puisqu'à 4 minutes de la fin du match, Urralde pour la Real Sociedad égalise.
Après ce résultat nul, les deux Reals rejoignent à la première place Barcelone. En Angleterre maintenant, avec les Blancs de Tottenham contre Arsenal pour le troisième tour de la Coupe d'Angleterre. Tottenham va se qualifier grâce à ce but de Crooks. Un but qui vaut la peine d'être revu. Crooks n'en revient pas. Il y a de quoi. On revoit ce but que le gardien d'Arsenal, Pat Jennings, n'est pas prêt d'oublier. Visiblement, Jennings n'avait pas digéré le réveillon. On continue avec la Coupe d'Angleterre pour ce match entre les Rouges de Liverpool contre Swansea. 35e minute, Liverpool ouvre la marque grâce à Hansen. Juste avant la mi-temps, Liverpool aggrave le score par son avant-centre Rush. 2-0 pour Liverpool, c'est le score à la mi-temps. Décevant en championnat, Liverpool s'est racheté grâce à ce match de coupe, puisqu'en deuxième mi-temps, Liverpool va doubler la mise, tout d'abord grâce à son défenseur irlandais Lawrenson, et ensuite, à 2 minutes de la fin de la rencontre, par Rush, encore lui. 4-0 pour Liverpool contre Swansea. Des images maintenant d'Italie avec les Bleus de Naples qui recevaient l'AS Roma pour la 13e journée du championnat italien. Naples va remporter cette rencontre grâce à un but de son défenseur Citerio, marqué en fin de deuxième mi-temps. Voici la Suissesse Erika Hess au passage du mur du slalom spécial de Maribor, ce mur qui a sans doute coûté la victoire à Perrine Pelen. Erika Hess a obtenu aujourd'hui en Yougoslavie son 3e succès consécutif dans la Coupe du Monde. Ce spécial a été une véritable hécatombe car le tracé était trop tourmenté, 78 skieuses au départ, 32 à l'arrivée et seulement 20 classées. Derrière Erika Hess se place l'Italienne Maria Rosa Cario à 45 centièmes, 3e la Tchécoslovaque Charvatova, 4e Perrine Pelen. Sa première manche a prouvé qu'elle n'était pas loin de la grande forme. La Pologne maintenant, c'est confirmé, la monnaie officielle, le zloty, en chute libre. La dévaluation est impressionnante. Le cours du zloty passe de 33 à 80 pour $1, c'est-à-dire une diminution de 2,5 fois. Et le zloty au marché noir est à $500. Les prix, vous le savez, ont augmenté dans certains secteurs de 3 à 400%. Les difficultés d'approvisionnement sont toujours aussi grandes pour les habitants. Radio Varsovie, de son côté, parle surtout de la reprise du travail dans les mines et des condamnations des animateurs des grèves. À l'échelon international maintenant, plusieurs rencontres importantes la semaine prochaine, demain les 10 à Bruxelles et puis mardi un sommet Schmidt-Reagan à Washington. Beaucoup de divergences entre les deux hommes quant à l'analyse de la crise polonaise et aux sanctions décidées par Washington à l'encontre de Moscou. Le chancelier Kreisky, le numéro 1 autrichien, est lui aussi beaucoup plus proche de la position allemande que de l'attitude américaine. C'est Isabelle Bechler qui l'a rencontré. C'est une naïveté aujourd'hui. Dans le temps, nous avons des problèmes. Dans un temps où nous avons des problèmes avec le pétrole, d'empêcher un développement de coopération énergique entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. C'est une naïveté. On ne peut pas empêcher ça. Je crois la situation est tout à fait claire. Les pays européens ont décidé de coopérer avec l'Union soviétique dans ce domaine et c'est à mon avis aussi nécessaire de faire ça. Toujours dans ce domaine, si l'aide américaine pour les réfugiés polonais et pour les Polonais de Pologne transite par l'Autriche, comme l'a proposé le président Reagan la semaine dernière, est-ce que vous craignez des mesures de rétorsion de la part de l'Union soviétique? Non, pour une action de charité, pour une action de solidarité avec un peuple, nous ne craignons pas des conséquences. Mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème est le suivant. Nous avons en Autriche plus que 50 000 de réfugiés polonais. Et l'Autriche n'est pas un pays d'immigration. Nous sommes trop petits pour ça. Et à cause de ça, nous avons besoin
d'assistance de l'Amérique, du Canada, des grands pays d'immigration. Et pour nous, c'est plus important de savoir que faire avec les réfugiés. Bruno Kreisky, socialiste, qui croit les soviétiques trop prudents pour intervenir en Pologne et qui n'est pas d'accord avec l'initiative américaine de réunir les signataires d'Helsinki. La Pravda, de son côté, accuse tout simplement les États-Unis de violer ces accords d'Helsinki par leur attitude face à la crise polonaise. Et puis à l'instant, cette réaction de Louis Aragon, qui s'est exprimé dans les colonnes du mensuel de communistes dissidents Franc-Tireur. Écrivain Aragon, qui est donc inscrit au Parti communiste depuis 1933 et qui est toujours membre du comité central, et qui dit « Je me refuse à croire qu'il va se passer là-bas un Biafra de l'esprit. Je ne vois pourtant aucune clarté au bout de ce chemin de violence. » Donc vous voyez des interrogations dans la pensée de Louis Aragon. Invité de ce journal maintenant, Jean-François Degnaud, qui lorsqu'il fut ministre du Commerce extérieur se rendit plusieurs fois en Pologne, 4 fois je crois. Vous connaissez bien la situation là-bas. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec l'attitude relativement ferme du gouvernement français vis-à-vis de Varsovie? Oui, enfin je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas admissible, c'est de renoncer à l'avance à agir et de dire bien évidemment on ne fera rien. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors il faut savoir que ces mesures ne doivent pas tomber sur les Polonais eux-mêmes, qui sont déjà des victimes, mais plutôt sur leur gouvernement d'état de siège, leur gouvernement militaire, qui a supprimé toutes les libertés, décrété, il faut quand même le rappeler, que la grève est passible de la peine de mort. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que moi je trouve ahurissant que les ministres communistes n'aient pas condamné plus sévèrement ce qui se passait en Pologne, comme je l'ai vu le soir du 1er janvier dans une émission sur votre chaîne. Mais est-ce que vous trouvez que la riposte du gouvernement est adaptée? Elle n'est pas encore adaptée parce qu'on ne connaît pas encore les mesures. Et c'est très bien d'avoir le ton qu'il faut et de dire ça n'est pas tolérable, ça n'est pas admissible qu'un peuple avec lequel nous avons tant de liens, qui est finalement notre voisin beaucoup plus que beaucoup d'autres peuples, qui est presque notre parent, eh bien que simplement on dise il n'y a rien à faire. Alors moi j'attends les mesures concrètes. Monsieur Reagan en a proposé un certain nombre sur lesquels on peut discuter. Je crois que le principe n'est pas mauvais, même si on peut discuter des modalités. Et je ne suis pas d'accord avec Monsieur Kreisky que je viens d'entendre, parce que là, très franchement, je préfère être du côté des naïfs. Quand véritablement il s'agit d'un peuple avec lequel nous avons tant de liens et qui lutte pour sa dignité et son indépendance, de dire « Ah, c'est pas très raisonnable, n'est-ce pas, parce que nous avons des problèmes du pétrole et l'Union soviétique pourrait peut-être nous vendre du gaz à long terme », et donc passer sous silence, par profits et pertes, ces atteintes épouvantables à la liberté et à la dignité humaine, ben là, très franchement, je préfère être du côté des naïfs. Mais est-ce que vous n'oubliez pas que Valéry Giscard d'Estaing s'est rendu à Varsovie, après l'affaire de l'Afghanistan, a rencontré Léonid Brejnev et a pu donner l'impression de négocier avec les soviétiques? Non, justement, il n'y a pas eu de négociation sur ce point, ça a été tout à fait clair. Il s'agissait d'avertir les soviétiques, ce qui est d'ailleurs du bon sens, que la prolongation de l'occupation de l'Afghanistan mettait en cause la détente elle-même et que tôt ou tard, il y aurait des conséquences en Europe. Donc nous ne pouvions pas, nous Français, nous Occidentaux, considérer cette affaire de l'Afghanistan comme une affaire intérieure soviétique. L'armée soviétique était sortie de ses frontières, un pays qui était indépendant était sous la bloc militaire, et donc que la détente, si cette opération se poursuivait, que la détente serait mise gravement en cause. Et ce n'était pas une négociation, c'était un avertissement. Les Polonais là-dedans ayant simplement organisé la rencontre. Monsieur Degnaud, le gouvernement dont vous faisiez partie a aidé considérablement la Pologne financièrement et commercialement. Oui. Vous ne le regrettez pas un peu parce que finalement, d'avoir aidé, d'avoir donné autant d'argent sans exercer un contrôle sur ce qui se passait, a amené la Pologne aussi à l'utiliser contre le peuple? Oui, c'est vrai, c'est un problème de conscience qui n'est pas facile, parce que la situation économique en Pologne est dégradée depuis des années, et on peut dire qu'il y a l'échec du parti dirigeant, l'échec du parti communiste, à la fois sur le plan économique d'abord, et en conséquence aussi sur le plan des libertés et de la démocratie. Et tout le monde le savait en Pologne. Quand les Polonais nous ont demandé de les aider, en expliquant qu'ils avaient 3 ou 4 années difficiles à passer, difficile pour le peuple polonais, difficile aussi pour le gouvernement bien sûr, mais d'abord pour le peuple polonais, c'était ce qui nous intéressait. Je dois dire qu'en conscience, il n'était pas possible de dire non. Et donc, l'idée simplement qu'il y a un étalement des dettes, ce que nous avaient demandé les Polonais, parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser tout de suite, eh bien je crois que n'importe qui dans cette situation aurait dit bon, on va essayer
de ne pas vous matraquer, de ne pas vous mettre le couteau sous la gorge et de vous donner le temps de rétablir votre situation. Et puis on s'est très bien aperçu que cette situation ne se rétablissait pas et même s'aggravait. Ce qui explique d'ailleurs l'attitude allemande actuelle. N'est-ce pas? Si les Allemands sont si réticents à l'égard de la Pologne, c'est que beaucoup plus que nous, ils ont prêté à la Pologne. Alors maintenant, est-ce qu'il faudrait en aller jusqu'à la remise en question d'Helsinki, par exemple? Ah, moi je considère qu'il est évident qu'il faut remettre en cause Helsinki. Mais attention, le dénoncer, au fond, qui ça arrangerait? Ça arrangerait plutôt l'Union soviétique. Ce qu'il faut, c'est essayer de le faire appliquer. Parce que le problème d'Helsinki, c'est pas que l'accord en soi est mauvais, puisqu'on a dit plus de liberté, d'échange de marchandises, d'idées, d'hommes dans toute l'Europe, qu'elle soit à l'Est ou qu'elle soit à l'Ouest. Ça, c'est pas mauvais comme idée. Mais le problème, c'est que les soviétiques ne l'appliquent pas. Donc il faut faire pression pour appliquer les accords d'Helsinki, et en tout cas, à mon avis, dénoncer dès maintenant la prolongation des discussions et des négociations à Madrid sur les suites positives à donner, qui n'ont aucun sens, puisque les principes de base ne sont pas acceptés. Jean-François Denis, parlons de politique intérieure maintenant. L'état de grâce, c'est pas fini, c'est ce que disent tous les sondages, et on se demande surtout que fait l'opposition. Est-ce qu'il ne lui faut pas un leader qui reste à chercher pour l'instant, ou plusieurs leaders? Oui, d'abord, l'état de grâce, c'est pas fini. C'est pas tout à fait surprenant qu'il y ait, disons, un espèce de point d'équilibre dans l'opinion pour le moment. Les mécontents augmentent un peu, les gens qui font encore confiance sont sans doute légèrement majoritaires. Et moi, ça ne me surprend pas du tout que 6, 7 ou 8 mois après, la situation soit comme celle-là. Vous savez, j'ai toujours pensé que la politique qu'avait suivi le nouveau gouvernement, qui s'appelle la relance par la consommation, c'est exactement la drogue douce. C'est-à-dire, c'est très agréable dans les débuts, c'est plutôt euphorisant puisqu'on dépense de l'argent et qu'on le distribue, et c'est un petit effet économique. Les effets pervers viennent un peu plus tard et les réveils sont plus douloureux. Donc ça ne m'étonne pas que dans une certaine façon, il n'y a pas exactement l'état de grâce, mais en même temps, il n'y a pas la fin de l'état de grâce. Mais 8 mois après le 10 mai, la catastrophe économique annoncée par certains... Oui, moi je ne l'ai pas annoncée parce que je sais ce que c'est que la relance par la consommation, qui est la drogue douce. Ça commence par être agréable. Alors l'opposition... C'est plutôt à partir de novembre prochain et au cours de l'hiver prochain, dans un an, que se poseront véritablement les problèmes. Et en attendant, l'opposition doit hiberner? Alors l'opposition ne doit pas du tout hiberner et elle doit s'organiser. Elle doit s'organiser, ça veut dire qu'il faut d'abord à l'intérieur de l'opposition qu'il y ait un minimum d'entente et de coopération. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas d'adversaire. Et qu'on voit bien que le danger pour notre pays tel que nous le concevons, c'est la direction de ce pays par une coalition socialiste-communiste. C'est-à-dire donc nous devons, dans l'opposition, pas de combat des chefs, Giscard Chirac, par exemple. Je crois que c'est fini, et c'est déjà quelque chose de tout à fait positif qui s'est passé depuis quelques mois, que je souhaitais, comme tous les Français d'ailleurs, ou l'immense majorité d'entre eux, et je crois que sur ce point, maintenant, nous sommes au clair. Bon, il faut aussi que dans le travail d'opposition, qui est à la fois de critiquer ce qui se passe, mais en même temps de proposer, il y a une sorte de relance, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent un peu. Moi, j'aime pas beaucoup le mot doctrine, parce que mot doctrine, ça débouche assez facilement sur le mot doctrinaire, que j'aime encore moins, mais je crois qu'il y a un effort de réflexion à faire pour savoir exactement ce que nous pouvons proposer aux Français. C'est tout à fait simple, la démocratie, c'est de pouvoir comparer. C'est d'avoir des choix. Alors il faut que les Français, à un moment donné, puissent comparer entre ce qu'a promis le gouvernement socialiste, pourquoi les Français ont voté en majorité pour ce type de changement, et puis qu'est-ce qui se passe en pratique, et puis qu'est-ce que les autres, ils proposent, et qu'à ce moment-là, ils puissent choisir. Jean-François Denis, restez avec nous pour regarder le sujet qui va suivre, parce que depuis 3 jours, nous avons choisi d'isoler ce qui nous paraît représenter les événements importants de l'année qui viennent mourir. Vendredi, la victoire de la gauche et la participation de communistes au gouvernement, vous l'avez rappelé. Hier, la crise polonaise et le symbole Wałęsa. Aujourd'hui, le chômage et le franchissement du cap des 2 millions. Alors pour illustrer ce fait de société, ce phénomène économique, mais surtout peut-être ce drame individuel, Pierre Fauque a réalisé dans un foyer du Secours catholique le portrait d'un jeune chômeur, Didier, 27 ans, sans emploi depuis 1 an. On se dit, mais pourquoi je marche tant, pourquoi je cherche tant? Et au bout du compte, il n'y a rien. Bon, on a beau se relever le lendemain, on recommence, mais enfin, l'angoisse, on arrive à être gagné par l'angoisse. Alors on rencontre le désespoir, on s'accroche. Ça fait 1 an que je cherche. Je suis pâtissier de métier. Je trouvais des fois du travail en intérim. Alors on travaille 1 semaine,
peut-être 2. Après, on se retrouve une semaine sans rien faire. Et c'est toujours le cercle qui continue, quoi. Il arrive même qu'on trouve des places en fixe. Mais c'est carrément l'exploitation. Moi, j'ai vu travailler 15 heures, une moyenne de 12 heures sûres. Faire entre 12 et 15 heures par jour, il arrive un temps qu'on craque. Bon, tout en prend un coup, les nerfs, tout. Aujourd'hui, je suis dans un foyer d'accueil, donc j'ai 5 jours pour essayer de trouver quelque chose. On ne trouve rien, ou la porte se ferme, ou alors il y a peut-être 40 personnes sur une place, où on est toujours envoyé à une autre date. Si on pouvait trouver quelque chose, qu'on puisse avoir l'espoir en quelque chose, pour pouvoir aller plus loin. Tandis que là, c'est plus vivre qu'on fait, c'est survivre. Au moment où la situation politique a changé, il est certain que ça a redonné une force, si on veut, parce que je me suis dit, tout va changer, ça va être meilleur. Je croyais vraiment que ça allait changer. Et j'arrive à plus croire en grand chose. Et j'ai dormi dehors. Un truc où on met la poubelle. Et garder sa dignité, dire qu'on va coucher dans la rue. Alors comment on réagit? Il faut vraiment être dans la situation pour comprendre. Même sans être méchant, on arrive à avoir une certaine haine, parce que, et ça, je crois que tous ceux qui ont connu la faim et le froid, ils comprennent, quoi. Mais il est certain que chaque être humain, s'il se sent dans un état comme ça, même qu'il ne le veuille pas, il attrape de la haine. Parce qu'on peut pas, c'est quand même souffrir, quoi, si on veut. Et on peut pas admettre de souffrir comme ça. On arrive à avoir peur de ce qu'on peut faire. On arrive à penser au suicide aussi. Bon, si on peut se rattraper, c'est bien. Mais si on peut pas, on bascule. Voilà, et puis dans quelques jours sera annoncé le plan de restructuration de Boussac, une entreprise en crise, dans un secteur lui-même malade, le textile. Beaucoup de travailleurs resteront sur le tapis et le dossier deviendra pour le gouvernement maurois sans doute le premier test industriel et social de l'année. Christian Marimon. Pour les 19 000 salariés du groupe textile Boussac-Saint-Frère, l'année 82 leur apportera une réponse précise quant à leur avenir. Celle-ci est imminente. Dans quelques jours, en effet, les pouvoirs publics feront connaître leur plan de sauvetage. Il comprend un concordat avec les créanciers, car les dettes s'élèvent à plus de 3 milliards de francs. Ensuite, ils mettent en place une nouvelle direction générale. Enfin, ils sauvegardent en grande partie l'emploi. Cependant, au moins 4000 départs sont envisagés, avec des reconversions pour éviter d'accroître le chômage dans des régions déjà durement éprouvées telles que le Nord et la Lorraine. Et c'est à l'IDI, l'Institut de développement industriel, qui est revenu la délicate mission de créer une nouvelle société, à laquelle elle participera, et l'Institut demande à la vingtaine de banques qui ont des créances de faire de même. Si les licenciements sont inévitables, le démantèlement du groupe semble exclu. Un travail complexe auquel le directeur de l'IDI s'est attelé pendant plusieurs mois et dont les conclusions seront enfin connues d'ici la mi-janvier. C'est également le premier test industriel de l'année pour le gouvernement maurois. Un accident inquiétant en Argentine, une grave intoxication chimique a provoqué la mort d'une personne, 5 autres sont dans un état grave, une trentaine plus ou moins touchée. C'est un pesticide très puissant qui peut tuer en quelques secondes et qui a été répandu par inadvertance dans une décharge publique. À Londres, une explosion au pied d'un immeuble qui abrite plusieurs organes de presse étrangers, dont l'AFP, pas de victimes. Une explosion également dans une prison en Italie, cette fois il y a un mort
et plusieurs blessés. 4 détenus ont pu s'évader à la faveur de cette explosion. Détenues au féminin, les 4 femmes sont des terroristes d'extrême gauche. La plus connue s'appelle Susanna Ronconi. L'évasion était minutieusement préparée. Plusieurs complices ont couvert leur fuite en tirant des rafales de pistolets mitrailleurs. Enfin, dernière information en provenance de l'étranger, la signature d'un gros contrat au Caire entre Français et Égyptiens. 5 milliards de francs pour la livraison d'une vingtaine de Mirage 2000. Accord signé au terme de la visite de Charles Hernu et pendant celle de Claude Chesson. Pierre Serra a suivi le ministre des Relations extérieures pendant sa journée au Caire avec le président Moubarak. Premier sujet, il faut que le processus de paix qui a été lancé dans Camp David, qui a été lancé grâce au geste historique du président Sadat, porte tous ses fruits. Rendez-vous suivant, je ne sais pas très bien où il est. Il doit être dans une prise de contact entre les forces intéressées à la tension du Proche-Orient, au règlement du problème palestinien. Malheureusement, ce que j'ai entendu à Jérusalem me donne peu d'espoir que les Israéliens acceptent une discussion directe avec les Palestiniens, qui cependant s'imposent d'après nous. Pourra-t-il y avoir des contacts par d'autres voies? Trouvera-t-on d'autres éléments de progrès vers la paix? Vous savez, la paix, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La paix, ça se construit, ça se prépare, ça se mérite. Le règlement palestinien, ça consiste d'abord à accepter le fait que ce peuple a droit, comme tous les autres peuples du monde, à une nation, à une patrie, à l'affirmation de son identité, à un État. Le jour où ceci sera admis, alors je crois que tout devient beaucoup plus facile. Et cet État, naturellement, il doit se trouver là où a été le peuple palestinien depuis des siècles. Voilà, ce journal s'est achevé sur un petit incident technique, mais sans gros mots ni injures. Et il faut dire que l'émission de notre confrère Michel Pollack, hier soir sur TF1, elle avait largement donné en la matière. Alors il faut que la télévision s'interroge de temps en temps sur elle-même, y compris entre chaînes concurrentes. Voici donc le moment de droit de réponse où l'émission a basculé. Un lycéen venait de dire qu'il n'était pas très fanatique du journal Charlie Hebdo, qui vient de cesser de paraître et dont toute l'équipe était présente dans le studio. Regardez ce moment. Moi je dis c'est un journal anarchique et je crois que les jeunes, maintenant... Les jeunes, ils sont somnifères. C'est des... Moi, tu m'as coupé les roustons tout à l'heure. C'est des choses... Vous concluez? C'est des choses qui les préoccupent. Ouais. Enfin, ils ont des préoccupations dans la vie et c'est des choses dont ils tiennent compte de plus en plus. Ouais. Et je crois que c'est au détriment aussi d'un certain humour et... Bon. Ouais, puis un humour... Merci. Merci. Bon, ben écoutez, on a... Bon, à ce moment-là, il y a un brouhaha dans le studio, et puis du fond des ténèbres et du studio arrive le patron du journal Défunt, Georges Bernier, plus connu sous le nom du professeur Choron, et c'est là que tout se déclenche. Écoutez bien sa déclaration. Il y aurait quand même un coup terrible. Est-ce que je peux répondre à ces défections? Bon, allez, Choron, un mot. Bon, je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux. Alors il faut des inviter trous du quoi? cul. Des cons. Merci, Choron. Voilà, puis ça continue comme ça. Alors le patron de la chaîne de TF1 a dit qu'il fallait que l'émission continue, et puis interrogé un petit peu après, Michel Pollack a estimé qu'il s'agissait là des risques du direct, risques qu'il assumait complètement. Une idée partagée d'ailleurs par Jean-François Kahn, lui aussi invité de l'émission et pourtant choqué par la tournure des événements. Écoutez-les. Quand vous faites du direct, et quand vous faites venir des journalistes de minutes, quand vous faites venir l'équipe entière de Charlie Hebdo, quand vous faites venir certains chanteurs comme Gainsbourg ou Renaud, bien, il peut y avoir l'explosion. C'est comme un chimiste qui met des petites choses comme ça, tac, 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 puis paf, ça pète. Et c'est en direct, et ça a pété. Mais est-ce qu'il faut en rendre Pollack responsable de deux choses l'une? Ou on accepte ce risque que ça explose, et croyez-moi, moi j'étais dans cette émission, j'ai souvent été très malheureux. Plus d'ailleurs, c'est moi que j'étais choqué, que j'ai eu mal. Si vous voulez, on dira un mot pourquoi. Mais bref, ça a explosé. Mais est-ce qu'il faut en rendre responsable Pollack en disant « Ah non, alors faut plus continuer comme ça », mais alors, ça veut dire plus d'émissions directes, plus de risques, ça veut dire tout bien préparer l'avance, ça veut dire on répète, ça veut dire on ne fait venir que des gens dont on est sûr, il faut savoir.
Ah, et pour rester dans le ton et nous imposer un peu de relativisme, cette idée d'un institut de sondage ouest-allemand qui a donné toute une liste de ministres à l'appréciation de personnes interrogées. Dans la liste, il y avait un ministre parfaitement fictif, qui n'a jamais existé. Cela n'empêche pas d'arriver en 6e position dans le test de popularité auquel ont été soumis les 16 vrais ministres. C'est vous dire. C'est un sondage réalisé par le Spiegel. Le tiercé, je regarde les chiffres, le 7, le 15... et le 9, pas de rapport pour l'instant. Je pense que Jacques Malinaud vous les donnera dans son tout dernier journal. Puis en attendant, la météo avec Alain Gillot-Pétré. Très poliment, je vais me répéter, je vais vous dire pour demain, tout doux, c'est un temps en général médiocre. Médiocre pourquoi? Eh bien parce que la zone de pluie qui a abordé comme prévu, d'ailleurs en passant, l'ouest du pays cet après-midi, va se décaler dans l'intérieur cette nuit, se situera demain en milieu de journée, en gros du nord au Massif central, aux Pyrénées-Orientales. Pas beaucoup de pluie, ce n'est pas très actif. À l'avant de cette zone de pluie, eh bien c'est un temps assez agréable, avec quelques brumes le matin, puis des éclaircies, mais hélas, les nuages vont arriver. À l'arrière, temps encore très chargé, beaucoup d'averses avec quelques éclaircies, des rafales de vent assez fortes d'ouest sur les côtes de l'Atlantique, et aussi de gros cumulonimbus qui vont donner des orages un peu partout, mais surtout au sud-ouest. Les températures prévues pour demain sont en légère baisse, mais toujours agréables, plus de 10 degrés, vous le voyez, jusqu'à 15 degrés au sud, et j'ajoute à ce propos que compte tenu du redout, il y a un très fort risque d'avalanche dans les Alpes au-dessous de 2500 mètres. Pour terminer notre petit carnet pour demain, lundi 4 janvier, les heures du soleil, levé 8h46, couché 17h06, et c'est la fête des Odilons. Odilon qui a inventé la fête des morts. Il en est mort d'ailleurs. La fête des quoi? La fête des morts. Ah bon. Bien, Merlino à 23h35, donc, et puis à partir de demain, vous le retrouverez, ainsi qu'avec l'autre, tous les jours, sauf le vendredi à 23h15, donc heure de parution du dernier journal régulière, 23h15. Et puis demain à 20h, Christine Ockrent. Bonsoir à tous, je vous retrouve dans une semaine.